Vous écoutez un podcast produit par l'association Les Fameuses, enregistré en juin 2023 à l'Opéra Gralin de Nantes. Anne Pedron-Moinard est plume et historienne. Elle nous emmène dans un exercice fascinant d'uchronie, c'est-à-dire de réécriture de l'histoire. Et si j'étais née en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleure ou pire que ces gens si j'avais été allemande? Et si le pouvoir de ces deux mots est infini? Et si j'étais née ailleurs qu'ici? Et si je n'avais pas pris ce job? Et si j'avais continué à faire de l'athlétisme, du foot, du théâtre? Et si j'avais déménagé pour aller vivre avec cette personne? Et si j'avais eu des enfants? Et si je n'en avais pas eu? Dans nos vies intimes, chacun d'entre nous a joué à ce petit jeu des uchronies personnelles, des destins parallèles, des vies différentes. Spinoza nous dirait que nous avons tort de le faire. Il nous dirait, je ne vais pas faire parler Spinoza, je n'ai pas l'archive de savoir, il nous dirait que nous avons fait les choix que nous avons faits parce que nous n'avions pas le choix de faire différemment. Que nous avons fait ce que nous pouvions en l'état de nos connaissances à l'instant T. Enfin, Spinoza ne nous dirait pas exactement que ça. Il ajouterait que nos « et si » peuvent être intéressants s'ils deviennent des outils d'apprentissage. Des outils pour conscientiser nos choix, des outils pour nous rapprocher de la vérité. Il ajouterait que finalement, nos « et si » ça sert à ça, à nous rapprocher de la vérité par cercles concentriques, à interroger la contingence et la causalité. Qu'est-ce qui, dans nos vies, relève du déterminisme? Qu'est-ce qui relève de nos choix? Qu'est-ce qui relève du hasard? Se demander « et si », c'est questionner nos cadres de pensée, ceux avec lesquels on fonctionnait hier et ceux avec lesquels on vit aujourd'hui. Alors, je vais encore citer un philosophe masculin, vous m'excuserez, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de philosophesse, au contraire, mais la référence suivante, c'est Nietzsche, le philosophe que, pour ma part, je trouvais dépressif en terminale, qui dit de façon un peu différente, enfin qui dit un peu différemment de moi, la question « que se serait-il passé si cela et cela n'avaient pas eu lieu ?» est presque unanimement regardée avec défaveur, et cependant, c'est précisément cela qui est la question cardinale. Cardinale, oui, car elle nous permet de passer du vrai au vraisemblable, et donc d'ouvrir un champ infini de passé non advenu. C'est en tout cas de cette intuition dont je suis partie quand j'ai proposé aux fameuses de travailler sur les uchronies féministes pour penser des utopies. Les uchronies, c'est cette façon de faire de l'histoire avec des si, de l'histoire virtuelle, de l'histoire contrefactuelle. Et je crois que c'est un très bon outil pour penser les utopies, qui sont ces lieux de nulle part, mais aussi ces lieux du bon, ces lieux du bien, ces lieux du bonheur. Alors quoi? Quand on est féministe, quels sont les tournants de l'histoire? Quelles sont les ruptures, les événements majeurs qui auraient pu changer le destin des femmes, leur vie ou l'avènement du féminisme? Et si Cléopâtre avait été impératrice de Rome? Et si l'Académie française n'avait pas imposé la règle du masculin l'emportant sur le féminin au XVIIe siècle? Et si Louise Michel était devenue présidente de la République en 1871? Et si les femmes avaient obtenu le droit de vote dès l'instauration du suffrage universel direct en 1848? Et plus loin de nous géographiquement, que se serait-il passé pour les femmes indiennes si Lakshmi Bai, reine du nord de l'Inde, avait tenu tête à la Compagnie générale des Indes au XIXe siècle et avait sauvé l'indépendance de son royaume face à la pression coloniale britannique? Et si Thomas Sankara n'avait pas été assassiné et avait été au bout de son projet écoféministe pour le Burkina Faso? Ça fait beaucoup de « et si ». Et autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas historienne du féminisme, je ne suis pas historienne du genre, je ne suis pas historienne du colonialisme et encore moins de l'Empire romain. Moi, je suis historienne de la période contemporaine,
spécialiste de ce qu'on appelle l'histoire des représentations, et particulièrement de la mémoire de la Shoah. Et j'ai été formée par l'Université française. Une université dans laquelle on aime assez peu faire de l'histoire avec des scies, mais globalement, c'est comme dans toute l'école française, on aime assez peu jouer. Et donc, pourquoi on n'aime pas faire de l'histoire avec des scies à l'université? La première raison, c'est que les universitaires pensent, masculins principalement, pensent que ça va nuire au fondement scientifique de la discipline historique. La seconde raison, c'est qu'en France, l'histoire est un outil au service du roman national et que certaines n'aiment pas vraiment voir ce roman national déconstruit avec des scies. Mais moi, je ne suis pas qu'historienne. Ou plutôt, j'ai associé l'histoire avec un grand H aux histoires et aux mots qu'on utilise pour raconter ces histoires. En bref, et parce que nous ne sommes pas à un colloque universitaire et que je ne vais pas faire l'épistémologie des uchronies, je suis de ce qu'on appelle l'école du tournant linguistique, c'est-à-dire ce courant qui, dans les années 80, a conduit des historiennes et des historiens, d'abord aux États-Unis puis en France, à travailler sur les discours historiques, sur les mots, en postulant que l'histoire est avant tout un récit et que nous avons accès au passé à travers les mots qu'utilisaient les contemporains de l'époque, que nous retrouvons dans les archives et dans les témoignages. Alors voilà, c'est de là que je vous parle, de cette position qui est dans et à côté de l'histoire. Et c'est de là que j'ai envie de tirer avec vous le fil de deux uchronies, les deux premières qui me sont venues quand j'ai eu l'idée de proposer cette intervention aux fameuses. Commençons par la première. Et si Cléopâtre était devenue impératrice de Rome? Alors, fermez tous les yeux 3 secondes et vous effacez cette image de la Cléopâtre de Astérix et Obélix, vous savez, cette espèce de diva écervelée avec son nez, sa voix fluette, qui a des comportements totalement aberrants, pour la remplacer, alors c'est le meilleur combo que j'ai trouvé, par un mélange de Beyoncé et Margaret Thatcher. Vous voyez ? Hein ? Parce que Cléopâtre était une reine puissante. À la tête d'un royaume d'Égypte prospère, elle était dotée d'un très grand sens politique, elle était impitoyable avec ses ennemis. Pour que Cléopâtre devienne impératrice de Rome, il faut d'abord qu'un de ses 2 amants romains ne meure pas. Donc son premier amant romain, c'est César, qui est assassiné par son fils Brutus. Ça évoque des souvenirs de 6e, normalement, à une partie de la salle. Ou son deuxième amant, Marc-Antoine, doit, dans ces cas-là, gagner contre Octave, son ennemi, à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. L'hypothèse la plus plausible, c'est que Marc-Antoine gagne. Donc on va retenir celle-là. Imaginons donc que Marc-Antoine soit victorieux contre Octave à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Première question à se poser, garderait-il Cléopâtre comme épouse officielle ou chercherait-il une alliance matrimoniale plus solide pour étayer son pouvoir? À cette question, on peut répondre assez simplement non, il ne changerait pas de femme, pas parce qu'il en est éperdument amoureux, même si c'est ce que la légende a gardé, la légende noire romaine, mais parce que le royaume d'Égypte est un pilier stratégique et politique de l'Empire romain en Orient et que s'en défaire serait une erreur monumentale. Ok, une fois que ceci est posé, est-ce que si Cléopâtre était devenue impératrice de Rome, la face du monde en eût été changée? C'est quand même plus intéressant que de se demander si son nez a changé la face du monde, quand même. Est-ce que ça aurait changé quelque chose au destin des femmes dans l'Antiquité? Ou même juste, est-ce qu'elle serait devenue un rôle modèle historique, comme on dit maintenant? On peut en douter parce que la société romaine est une société très fortement patriarcale, dans laquelle, je vous le rappelle, les pères ont le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Mais peut-être que Cléopâtre, impératrice de Rome, aurait changé quelque chose au destin des Juifs et donc au destin du christianisme. Pourquoi? Parce que l'Égypte est un royaume prospère et un royaume qui protège les minorités juives. Cléopâtre est une reine qui va constamment protéger les minorités juives. Et l'Égypte a des vues depuis très longtemps sur la Judée. La Judée, c'est l'actuelle Palestine. Normalement, vous voyez à peu près où c'est l'endroit où est né Jésus, et c'est donc de là qu'est parti le mouvement d'expansion du christianisme. Sans persécution des Juifs, sans persécution des premiers chrétiens,
le destin du christianisme aurait-il été le même, avec les conséquences que l'on connaît sur les femmes pour des siècles et des siècles, mais on ne dit pas Amen. Voilà, j'ai tiré avec vous les premiers fils de cette uchronie, et peut-être que vous vous êtes dit dans la salle, alors d'abord s'il y a des historiens spécialistes de la fin de l'Empire, de la fin de la République romaine, pardonnez-moi, j'espère que vous ne vous êtes pas étouffés dans votre t-shirt. Et deuxièmement, vous vous êtes peut-être dit que c'était un poil tiré par les cheveux, mais c'est bien le principe de l'Uchronie. C'est de faire fonctionner notre imagination à partir d'un tournant, d'un point de départ. Je vais prendre un deuxième exemple plus contemporain et qui fait référence à la période que Florence Rochefort a évoquée juste avant, le 19e siècle. Et si Louise Michel était devenue présidente de la République. Donc Louise Michel, ça n'est pas que le nom d'une école à Nantes, c'est une anarchiste du 19e. Alors, je vous plante le décor parce que, bon, globalement, je pense que la naissance de la Troisième République, c'est un lointain souvenir pour la majeure partie d'entre vous. 4 septembre 1870, Louis-Napoléon Bonaparte, le cousin du vrai Napoléon, celui que Victor Hugo appelle Louis-Napoléon le Petit, Louis-Napoléon Bonaparte est capturé à Sedan. Vous voyez, là, dans les Ardennes, l'endroit qui fait moyen rêver. Il est capturé à Sedan par les Prussiens. Et sa capture signe la fin de l'Empire, du Troisième Empire. Et les républicains modérés qui sont dans l'opposition, voire parfois dans la clandestinité depuis la fin de la Seconde République en 1852, se disent que c'est le moment de proclamer la République, ce qu'ils font au balcon de l'Hôtel de Ville de Paris, le 4 septembre 1870, par la voix de Léon Gambetta. Mais ces républicains modérés ne sont pas les seuls républicains à vouloir la République. En face d'eux, il y a des républicains qu'on appelle, pour simplifier, radicaux, dont font partie Louise Michel et Blanqui. Et c'est de l'opposition de ces deux camps à l'intérieur des républicains que naît la Commune de Paris. Pourquoi ? Parce que en janvier 1871, le gouvernement des républicains modérés négocie un armistice avec la Prusse, qui deviendra ensuite l'Empire allemand. Et dans cet armistice, les Parisiens doivent rendre les armes. Ils refusent de le faire, et c'est à partir de là que naît la Commune de Paris. Voilà, vous avez le décor, vous voyez à peu près l'idée. Louise Michel fait partie de la Commune de Paris. Donc, pour que Louise Michel devienne présidente de la République, il faut que la Commune de Paris ne soit pas massacrée, 80 jours plus tard, par les Versaillais, lors de ce qu'on appelle la Semaine sanglante, qui finit sur le mur des fusillés au Père-Lachaise. Pour ça, il faut que ces républicains radicaux réussissent à nouer des alliances avec d'autres communes en France, notamment à Lyon et à Marseille, où il y a des communes assez fortement ancrées, et avec des républicains modérés. Cette alliance est peu probable, mais pourquoi pas ? Allons-y. Alors imaginons qu'ils nouent une alliance et que, finalement, la Commune de Paris sorte victorieuse au printemps 1871. Bien, mais on a une république sans constitution. Quelle constitution choisissent-ils ? Parce que je vous rappelle que ce n'est pas dans toutes les constitutions qu'il y a un président de la République hyper puissant. Je dis ça, je dis rien. Soit ils choisissent la constitution de 1848, celle dans laquelle on a élu le président de la République au suffrage masculin direct. Sauf que cette constitution a fini par un coup d'État. Donc pas sûr qu'il réitère l'erreur. Vous voyez, ça c'est pas très bien fini. Ou alors, ils choisissent une constitution plus fédérale et anarchiste selon la volonté de la commune. Alors là, je vais vous lire ce que la commune avait dit de sa constitution. Donc, la commune, cette expérience qui est radicalement sociale et féministe, la commune, elle, souhaitait un État fédéral reposant sur, et je cite le texte, l'association volontaire de toutes les initiatives locales, le concours spontané et libre de toutes les énergies individuelles en vue d'un but commun, le bien-être, la liberté et la sécurité de tous. En gros, un État fédéral anarchiste auto-organisé. Si on choisit cette constitution, ou l'autre d'ailleurs, on n'a toujours pas résolu un autre problème qui est, oui, mais est-ce que les femmes peuvent être élues ? Est-ce qu'elles ont le droit de vote et est-ce qu'elles peuvent avoir le statut d'élu ?
C'est pas sûr non plus, parce que les élections qui se sont faites au sein de la Commune de Paris en mars 1871 ne se sont pas faites au suffrage universel, elles se sont faites au suffrage masculin. Donc la Commune a beau être une expérience de progrès féministe, etc., elle n'est pas allée jusque-là. Alors Louise Michel, présidente de la République, vous voyez, c'est une hypothèse qui est quand même déjà difficilement plausible. Mais continuons à tirer les fils. On pourrait se dire que dans une hypothèse où pour trouver un compromis, donner des gages, les républicains radicaux décident d'accepter un État parlementaire bourgeois avec un Parlement et un président en échange, par exemple, du droit de vote des femmes et puis de la révocabilité des élus, c'est-à-dire le fait que si les élus ne tiennent pas leurs engagements, eh bien, ils sont simplement, pour le dire vulgairement, virés du Parlement. Ok. Ça va? J'ai perdu personne? Ok. Donc, on en est là. On a notre Constitution. Est-ce que Louise Michel se serait présentée à la présidence de la République? Alors là, franchement, on entre vraiment dans le domaine de l'imaginaire, parce que Louise Michel, c'est une anarchiste qui refuse toute autorité instituée, notamment celle de l'État parlementaire bourgeois capitaliste. Donc, c'est peu probable, voire carrément fantaisiste. Mais, continuons. On pourrait imaginer une réalité parallèle, carrément, vraiment là, dans laquelle Victor Hugo, son grand ami, mène une campagne ardente pour qu'elle soit élue et que la voix du grand homme revenu de son exil à Guernesey pèse suffisamment pour qu'elle soit élue. Bien. Mais en fait, même si tout ça arrivait, quel serait le pouvoir de Louise Michel dans une France profondément monarchiste, rurale, catholique, où même les ouvrières marseillaises ou lyonnaises n'aiment pas vraiment que les anarchistes parisiennes viennent leur donner des leçons d'organisation. Je pourrais continuer encore longtemps comme ça, le jeu des recombinaisons historiques, parce que c'est très excitant pour nos cerveaux, enfin le mien en tout cas, peut-être que vous l'avez vu tout à l'heure, vous dites quand est-ce qu'elle a fini? Mais c'est très excitant pour nos cerveaux parce que c'est un peu comme tenter de penser à l'avance tous les coups de l'adversaire aux échecs pour pouvoir les parer. Et c'est bien là qu'est le problème de mon raisonnement, ou en tout cas son nœud. Quand j'ai eu l'intuition de cette idée sur les uchronies pour penser les utopies, je me suis trompée. Ou plutôt, mon intuition n'était pas exactement là où je le pensais. Je m'explique. Bien sûr, ce que je viens de faire devant vous, un exercice caricatural et inabouti, et j'espère que Florence Rochefort n'a pas fait de syncope en coulisses en se disant que vraiment j'avais massacré l'histoire du 19e siècle en très peu de temps. Ce que je viens de faire a un avantage, c'est que ça remet du féminin au cœur de l'histoire. En redonnant à des femmes le pouvoir qu'elles auraient pu avoir parce qu'elles en avaient toutes les compétences, finalement, je remets du féminin dans l'histoire, et ça, c'est déjà énorme. Mais nous ne sommes pas les perdantes de l'histoire. Je vous dis ça parce que souvent, on fait cet exercice d'uchronie quand on estime qu'on a perdu. On se dit, que se serait-il passé si on avait gagné? Et c'est comme ça que sont nées toutes les uchronies, notamment les plus prolifiques, celles sur la Révolution française, ont été faites par les contre-révolutionnaires, qui se sont dit, qu'est-ce qui se serait passé si on avait été plus fort que les révolutionnaires? Et donc penser comme ça, c'est penser que nous sommes les perdantes de l'histoire. Or, nous ne sommes pas les perdantes de l'histoire. Ou en tout cas, pas seulement. Et c'est pas ça que j'ai envie de regarder. Car poser ce cadre de pensée et de narration, ça nous empêche de regarder au bon endroit, selon moi, pour déployer nos utopies féministes. En fait, je m'explique, ce que je viens de faire devant vous, on pourrait appeler ça un male gaze historique. Donc male gaze, ça parle pas à tout le monde, c'est cette idée du regard masculin qui a d'abord été théorisé au cinéma pour qualifier la façon dont les réalisateurs masculins filment le corps des femmes et les femmes en règle générale. Quelque part, moi j'ai pris un regard masculin, j'ai mis des femmes dans des situations de pouvoir, dans des contextes patriarcaux, et j'en ai fait des femmes providentielles. J'ai succombé au syndrome de la Schtroumpfette. Je me suis demandé si une femme seule aurait pu changer quelque chose, et bizarrement, bah non. Je n'ai pas questionné les rapports de domination. J'ai juste tenté de les inverser, et vous avez vu, j'ai montré qu'en fait, ça me paraissait très, très compliqué de le faire. Dans cette tentative, je ne me suis pas vraiment essayée à l'uchronie. J'ai plutôt fait ce qu'à l'université on appelle de l'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire que j'ai essayé d'arranger les faits différemment
pour voir s'ils pouvaient donner naissance à autre chose que ce qu'ils avaient produit. En fait, en tant qu'historienne, j'ai du mal à tirer complètement le fil de l'Uchronie. Je ne vous ai pas fait le portrait d'une servante écarlate à l'envers, si vous avez la ref. J'ai du mal à tordre les faits parce que je me dis que l'histoire aurait rarement pu être différente de ce qu'elle a été. En tout cas, c'est pas mon mode de pensée. Et pourquoi ? Parce que je sais autant le poids du hasard qui met un Charles de Gaulle devant un micro le 18 juin 40, parce qu'il faut bien se dire que c'est principalement du hasard, c'est-à-dire ils ont un général français à Londres, il est tout seul, ils savent pas quoi en faire, ils le connaissent un peu, ils se disent on va le mettre devant un micro, il va faire un truc, ça coûte rien. Vraiment, hein, si vous relisez. Mais ce temps hasardeux, ce temps court, il rejoint un temps long, un temps plus souterrain, qui permet que sa parole rencontre le désir de lutte et de changement que portent depuis des années, voire des décennies, des gens très différents, qui vont de l'extrême droite nationaliste à la gauche radicale. Donc voilà, moi j'ai du mal à aller au bout de l'Uchronie, mais je crois au pouvoir de l'imagination. Et cette expérience que je viens de faire devant vous, peut-être avec vous, peut-être que vous aussi vous avez imaginé des choses, ça m'a permis de jouer avec mon imagination et de jouer avec la vôtre. Et ça nous a permis de nous raconter des histoires et de nous demander à quoi ça sert de se raconter des histoires. Car c'est là que réside le pouvoir des uchronies féministes, à changer le cadre narratif depuis lequel on regarde l'histoire des femmes et celui des utopies. Faire de l'histoire avec des si peut nous aider à penser autrement des cadres plus intéressants que ceux du pouvoir, de la violence ou de la domination. Je vais reprendre mon exemple de Louise Michel, mais je vais être moins longue, c'est promis. Si je reprends mon exemple de Louise Michel, en réfléchissant sur ce sujet depuis plusieurs mois, j'ai été beaucoup plus attentive dans mes écoutes de podcasts, dans mes lectures, aux expériences de socialisme utopique dont a parlé Florence Rochefort juste avant moi, qui naissent dans les marges de la société au XIXe siècle. Donc elle en a parlé, Saint-Simonien, Saint-Simonienne, fouriérisme, communauté anarchiste. Ces expériences de socialisme utopique, elles partent d'une volonté de vivre et de faire une société différente dans des lieux auto-organisés. Donc il y a de la théorie, mais il y a beaucoup de pratiques. Et toutes ces expériences, elle l'a dit aussi, sont profondément féministes, puisqu'elles remettent en cause le statut des femmes, de leur corps, de leur sexualité dans la société. Et en fait, on pourrait changer mon « et si Louise Michel était devenue présidente de la République » par « et si le socialisme utopique avait gagné sur le socialisme scientifique ». Donc il est 15h, il fait chaud, et là, il y en a qui ont décroché, qui disent « socialisme scientifique, c'est trop ». Alors, le socialisme scientifique, pour faire simple, c'est celui de Marx et Engels. C'est le socialisme des idées. Celui qui veut démontrer à l'aide de théories économiques, de modèles économiques, que c'est le meilleur système. Je n'ai pas beaucoup d'affection pour Marx et Engels parce que ce n'est pas des socialistes très féministes. Globalement, la question est secondaire pour eux et ils pensent que la femme sera libérée quand le prolétariat sera libéré. What's next? Donc, ce socialisme scientifique, c'est lui qui a gagné. Et en face de ça, il y a les socialismes utopiques, et notamment le comte de Saint-Simon, qui dit « Mais nous, ça ne nous intéresse pas vraiment de faire des modèles, parce que il a cette phrase que je trouve hyper chouette, qui dit « Le socialisme, non. L'utopie ne signifie rien d'autre que notre incertitude. » Et j'aime beaucoup cette phrase parce que je la comprends comme un appel à notre créativité, à notre imagination pour traverser la vie avec un peu plus de sérénité, de sécurité face au chaos et au hasard. Et une autre personne beaucoup plus contemporaine de nous, qui s'appelle Sama Karaki, qui est doctoresse en neurosciences et qui est autrice d'un podcast sur la créativité du cerveau que je vous recommande, le dit de façon plus ramassée. Elle dit « Les idées provoquent les idées et aident à faire évoluer de nouvelles idées ». En fait, c'est ça qu'on fait en jouant avec des si, en recombinant des faits historiques dans une réalité parallèle, nous provoquons des idées. Et nous en avons besoin, parce que nous vivons dans un monde capitaliste, patriarcal, extractiviste, qui nous serine constamment qu'il n'y a pas d'alternative. Et que
Si nous voulons conserver tout ce que le progrès nous a apporté, alors il faut continuer de suivre ce chemin. S'il n'y a pas d'alternative, alors pour élargir le cadre narratif, il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste les petites victoires célébrées à la façon de grandes, ou il nous reste ce qui fait fureur en ce moment dans les rayons de littérature pour ados, la dystopie, c'est-à-dire toutes ces histoires d'effondrement catastrophique dont je ne comprends pas bien à quoi elles servent, si ce n'est à provoquer la peur par anticipation, pour se dire que finalement on vit dans un monde pas si mal. Moi je crois qu'il y a une troisième voie. Vous l'avez compris, c'est celle des uchronies. Parce qu'en décalant le regard avec des « et si », nous sommes invités, nous, femmes féministes, à regarder tous les endroits, tous les moments où les femmes ont déjà été actrices de l'histoire. Si vous regardez, alors je suis désolée, je vais faire 2 références culture populaire Netflix, tout le monde a le droit à ses petites dissonances cognitives et à ses petits paradoxes. La pureté n'existe pas. Si vous regardez les chroniques de Bridgerton ou Outlander, oui, plaisir coupable, vous pouvez voir ces séries comme des soaps ultra normées dans lesquelles on idéalise l'amour hétéronormé. C'est vrai, et c'est une grille de lecture totalement juste. Mais pour moi, ces séries, elles ne font pas que ça. En plaçant des personnes non blanches à la cour de la reine Charlotte, en mettant une femme du XXe siècle dans un monde du XVIIe siècle, elles nous aident, ces séries, à voir les marges des sociétés anciennes. Et en faisant ça, elles nous aident à déplacer le cadre narratif, elles nous aident à regarder le monde depuis ces marges anciennes et actuelles, et à voir comment ces marges peuvent nourrir nos vies dans l'art, dans le soin, dans la politique, dans la recherche. Parce que nous, féministes, nous pouvons faire autre chose que le récit d'échecs. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas devenu universel qu'il n'a pas existé, encore moins qu'il a échoué. Les béguinages, les salons féminins du XVIIe siècle, les tricoteuses de la République, les suffragettes, les syndicats d'ouvrières, le MLF, le MLAC n'ont pas échoué. Parce que leur but n'était pas de dominer. Leur but, c'était de faire et de vivre. De vivre autrement, de faire l'expérience d'une vie différente dans un monde qui n'était pas celui de leur idéal, mais qui était le seul qu'elles avaient sous la main. Et dans lequel elles cherchaient à vivre heureuses, alignées, à contribuer au monde, avec les mêmes droits que les hommes, avec la même sphère d'action qu'eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y eut pas de lutte, pas de colère, pas de déception, pas de violence. Ça veut dire que la lutte n'était pas le but, juste un moyen, dans un contexte donné, parce qu'en face, ils ne voulaient rien entendre. Ce n'est pas parce que la lutte n'a pas atteint son objectif initial, ou n'a pas pleinement porté ses fruits, que ces expériences ont échoué. Elles ont essaimé, lentement, à bas bruit, dans le temps long. Ces histoires nous ont été transmises, parfois peu, parfois mal, mais elles nous ont été transmises. Et nous en connaissons l'existence parce que des femmes et des hommes ont cherché à conserver les traces, parfois infimes, de ces expériences minoritaires qui sont riches d'enseignements. Il nous faut continuer de chercher les traces. Et c'est ce que l'histoire contrefactuelle ou l'Uchronie peut nous aider à faire aujourd'hui, et c'est ça que j'avais envie de vous dire. Il nous faut chercher les traces des utopies féministes dans le passé pour travailler sur tous les futurs non advenus. Non pas pour les sanctuariser, les commémorer dans un espèce de devoir de mémoire dont plus personne ne peut, mais pour comprendre que nous avons une responsabilité. Une responsabilité dans le présent, à faire, à dire, à occuper le champ des idées et de l'action pour mettre en lumière tous les futurs qui pourraient advenir. Nous avons une responsabilité et nous sommes légitimes. Produire des uchronies féministes, penser et mettre en œuvre des utopies féministes, ce n'est pas être un bisounours et faire du toboggan sur des arcs-en-ciel.
C'est affirmer qu'il n'y a ni fatalité, ni déterminisme patriarcal, et accepter de planter des arbres qu'on ne verra pas grandir. Faut-il pour autant arrêter de planter des arbres ? Je vous laisse sur cette question. Vous pouvez retrouver les autres conférences du Festival 2023 des Fameuses consacrées aux utopies féministes sur le site internet lesfameuses.com. Si vous souhaitez adhérer, donner ou collaborer avec l'association Les Fameuses, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram @lesfameuses_, sur LinkedIn ou sur Facebook. Merci pour votre écoute.